Ouais. Je vais tenter une conclusion avec tout ce qui s'est dit, hein. Donc, on a eu quand même une matinée très intense, d'un niveau scientifique élevé, hein. Donc, quels sont les points saillants? Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Bon, si je passe les divers intervenants, donc Philippe Cambier, bon, il a souligné, hors sol carbonaté, l'acidification est inéluctable et ça a été dit plusieurs fois, hein. Donc si j'essaye de synthétiser les grandes causes d'acidification, bien sûr, exportation de alcalinité, c'est-à-dire potassium, magnésium, donc plus elles sont importantes, c'est-à-dire plus les cultures exportent, type culture fourragère, maïs en silage, plus eh ben, on aura une tendance à l'acidification, hein. Il a noté que les légumineuses, du fait que bon, elles absorbent l'azote atmosphérique et non le nitrate, ont une tendance à acidifier, hein. Et bon, il a insisté sur que la lixiviation des cations échangeables, calcium, donc qui sont accompagnateurs des anions, nitrates, sulfates, HCO3-, hein, donc, et bien sûr, est un facteur d'acidification, hein. Donc, on perd ces cations, hein. Et alors, ça me suscite des pistes de réflexion, donc notamment les couverts qu'on met en avant, donc les multiservices écosystémiques, hein. On se focalise un peu trop sur l'aspect nitrate. Je souligne que justement, donc, on va limiter donc, la fuite de ces anions, hein, nitrate et SO3, mais aussi des cations. Donc en fait, les couverts limitent l'acidification, hein. Et une piste de réflexion qui me vient à l'esprit, c'est donc moins d'acidification, moins d'apport d'amendements minéraux basiques, hein. Donc actuellement, on parle du label bas carbone, hein. Donc les amendements minéraux basiques sont bien sûr, on l'a dit et redit, indispensables, mais donc ils sont aussi à l'origine d'émissions de CO2. Donc si on a des systèmes en place qui permettent de faire moins d'apport d'amendements, et ben donc ça serait à prendre en compte, hein. Première réflexion. Nicolas Sabi, donc évolution du pH, donc il y a eu beaucoup de questions suite à sa remarque on remarque finalement que les pH étaient plutôt en augmentation par rapport aux tranches des années auparavant, hein. Donc pas mal de questions, pas vraiment d'explications. Bon, moi je reviens sur cet aspect que je viens de dire, c'est-à-dire que on gère mieux l'azote, donc les bilans azotés par rapport au passé sont beaucoup mieux ajustés, donc on a moins de reliquats post-récolte, hein. Donc moins de fuite de nitrate, donc moins d'acidification. La réglementation a fait mettre en place des couverts, des intercultures qui vont limiter, hein. Donc c'est sûrement un des facteurs explicatifs. Il faudra aussi creuser. Bon, il y a peut-être plus d'utilisation d'amendements organiques, de fientes de poules, etc., qui jouent, hein. Mais piste à creuser pour avoir des explications, hein. Euh, Catherine Hainaut et Sophie Janemont, donc en fait une présentation très intéressante d'un niveau élevé, hein, qui mettent en avant cette dualité entre l'émission de N2O et de NH3, hein. Donc Catherine montre que le N2O, donc son émission est fortement réduite lorsqu'on passe de pH 6,5 à 6,8, hein, alors qu'inversement, Sophie montre que le NH4, hein, on va dire, son émission s'intensifie lorsque le pH passe au-dessus de 6, hein. Donc on voit bien, donc on se trouve sur une dualité à résoudre, hein. Donc les pays de l'Europe ont choisi d'acidifier le lisier, c'est pas le cas de la France, hein. Pour le NH4, on a des solutions. On sait que l'enfouissement immédiat permet de réduire, que l'apport avant des pluies aussi. Pour N2O, les possibilités sont très réduites, hein. Donc il y a ce levier pH. D'ailleurs, Catherine Hainaut introduit une notion, elle introduit donc la notion de pH agroécologique et de pH climatique, hein. Donc je rappelle que le N2O a un gaz à effet de serre 300 fois supérieur au CO2, hein, et que sa durée de vie dans l'atmosphère est supérieure au CO2, hein. Mais Catherine est prudente, elle dit donc que pour remonter des pH jusqu'à 6,8, il faut faire des apports de carbonate qui, eux, sont émetteurs de CO2, hein. Ne va-t-on pas créer une émission pour une autre? Donc ça, ce sont des pistes d'études importantes, hein, sur lesquelles il faut avancer, hein. Donc on parle tous d'urgence climatique et c'est important, hein. Alors,
Mathieu Vallée, donc avec son intervention donc sur la vie du sol, hein, sur le sable et la vie du sol, hein, donc ça beaucoup de choses, hein. Donc bon, bien sûr, il confirme que lorsque le pH est inférieur à 5,5, hein, donc c'est défavorable pour la vie biologique, hein. Et puis il montre donc des choses complexes, c'est-à-dire des actions et rétroactions, c'est-à-dire que le statut acide basique joue sur la vie du sol, mais inversement, la vie du sol va jouer sur le sable, hein. Et puis, j'ai noté, parce que donc en tant que laboratoire, le raisonnement à partir de l'analyse, c'est quand même mon dada, hein, et il note bien que des apports massifs, sans réflexion, sans analyse à l'aveugle, peuvent entraîner des redressements de pH qui finalement vont pouvoir engendrer par exemple, vont développer le piétin échaudage, hein, le favoriser, hein, et entraîner des pertes de rendement. Donc toujours, je reviens sur cet aspect, hein, donc on ne chauffe pas à l'aveugle, hein, on se sert d'analyse, hein. Puis il y a eu Pascal Denauroy, donc sur phosphore et pH, hein. Donc on ressouligne que pH inférieur à 5,5, on le sait, donc le phosphore subit des fixations avec le fer à l'aluminium, hein. Il souligne aussi que sur les pH fortement basiques et carbonatés, bon, ben, on a une insolution du phosphore. Comment la minimiser, hein? C'est pas facile. Bon, jouer sur la forme, jouer sur le positionnement. Il n'y a pas de solution qui ont été dites. L'après-midi, il n'y a pas eu. Bon, il y a eu il y a une intervention donc sur les sols de craie, hein, mais on n'a pas forcément parlé de comment limiter cette insolution du phosphore, hein. Et puis donc, il montre que la plage, on va dire, entre pH 5,5 et 7,5 paraît favorable pour le phosphore, mais il y a des controverses, hein. Est-ce que c'est plus proche de 5,5, bon, etc. Mais en fin de compte, hein, on va dire le bon compromis du pH 6,5, donc par rapport aux essais terrain, reste le bon compromis, hein. Et puis donc Jean-Yves Cornu sur les oligos et les ETM, hein. Donc, alors, j'ai noté qu'on passe très rapidement d'une carence à l'excès, hein, donc c'est le cas du cuivre, donc sur des parcelles après vigne, hein, notamment le blé dur, hein, où finalement, en 20 fois plus de cuivre, hop, on a des problèmes, hein. Donc, c'est pas facile parfois à gérer, hein. Autrement, donc, il confirme l'effet donc ben, du pH sur les ETM, mais c'est des effets qui sont en fait indirects, parce que donc la hausse de pH, hein, donc, va créer des charges, hein, qui vont fixer plus fortement les ETM, hein, notamment donc, sur la matière organique. Donc on déprotonne, donc on crée des groupements carboxyliques qui fixent la matière organique. C'est d'ailleurs un des moyens de lutter contre l'excès de cuivre, hein. Et puis donc, bon, plus les pH sont élevés, moins on aura de problème d'absorption de TTM, excepté arsenic et molybdène. Et puis donc il évoque que le problème du cadmium sur blé dur, hein, qui souvent, même sur des sols peu chargés, dépasse la norme réglementaire de 0,2, hein. Et là, bon, moi je découvre un peu cet aspect variété, hein, où en fait on a vraiment des variétés qui vont être un peu comme des pompes à cadmium par rapport à d'autres, beaucoup moins. Donc c'est une piste de recherche pour les sélectionneurs, je pense, à prendre en compte, parce que la réglementation là-dessus est importante, hein. Et en dernier lieu, donc Jean-Luc Julien, donc sa démarche, donc Jean-Luc Julien, je répète, c'est pH et structure du sol, hein. Donc sa démarche passe beaucoup par la CEC effective, hein. Donc je rappelle, CEC au pH du sol, où il démontre que bon, la CEC va augmenter avec le pH, hein. Et cette augmentation est d'autant plus forte, marquée sur les sols limoneux-argileux, hein. Donc alors, c'est sa manière de faire, hein, en passant par la CEC. Donc il démontre que cette augmentation de la CEC va permettre d'avoir donc une humectation plus rapide, hein. Donc sur le terrain, une infiltration plus rapide de l'eau, hein, une stabilité des agrégats, hein, et donc on crée de la microporosité, donc on va augmenter la réserve en eau, quoi. Alors, par rapport à ça, puisque c'est je vais dire deux choses, hein. Donc, dans la brochure cholage du comifère, hein, on met donc une grille qui est le cholage en rotation betteravier, hein, qui sort complètement des autres grilles, puisque on intègre la battance et on demande d'avoir un certain taux de carbonate, hein, donc 3 grammes de carbonate, hein. Donc c'est une grille spécifique
qui a été monté parce que justement, on joue sur cet aspect-là, ce que Jean-Luc Julien a évoqué, hein. Donc, chercher donc, des structures stables pour permettre des semis de betteraves réussis, hein. Alors moi, je dirais, donc là, je sais que l'ITB a un essai en cours, hein. Demain, on en parlera, hein. Donc un essai en cours sur cet aspect-là, cholage pour les betteraves, hein. Faut-il conserver cette grille ou l'améliorer? On va voir, hein. Mais je dis par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc Julien, même si je fais partie du groupe SAB, la matière organique est aussi un moyen de stabiliser les structures très importantes, hein. Donc, on l'a vu, Arvalis avait fait des essais sur l'aspect structure, mais avec une teneur élevée en matière organique, finalement, l'effet cholage est beaucoup amoindri, hein. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Et donc, Jérémy, je vais te passer la suite. Voilà. Très bien. Je vais entamer ma conclusion pour l'après-midi. Ce que je peux en retenir, je vais certainement oublier des choses, hein, mais je vais essayer de retracer l'essentiel de ce qu'on a pu voir cet après-midi ensemble. Donc, donc, ont été amenées, premièrement, deux propositions pour une nouvelle approche du calcul de redressement, avec un constat fait que la méthodologie actuelle qui est présente dans la brochure Comifère peut être améliorée, notamment en lien avec la variation spatiale et temporelle des indicateurs classiques, avec peut-être quelques écarts de satisfaction par rapport aux équations actuelles. Donc, deux propositions qui nous ont été formulées par François Servin, qui restent confrontés certainement à d'autres données du terrain, peut-être aussi sur des sols divers et variés, sur un nombre de sols important dans des contextes agroclimatiques différents, de façon à, on va dire, valider quelque part ces deux propositions, ou peut-être aussi adapter l'une ou l'autre des propositions en fonction du contexte dans lequel on se place. Ensuite, Hélène Lagrange nous a présenté des notions d'intégration des carbonates résiduels qui aujourd'hui sont mesurés de manière très précise dans les sols, donc, qui permet d'inclure quelque part cette notion-là dans le calcul de dose de cholage, avec donc du coup la présentation d'une grille qui peut sembler très pratique et d'utilisation, hein, y compris pour le praticien et le conseiller. Donc grille qui reste aussi à conforter, qui intègre donc des notions de variabilité de la CEC en deux classes, il en manquerait une troisième, hein, pour des CEC au-delà de 15. Des notions également aussi en lien avec l'intérêt de la profondeur d'incorporation, pardon, qui permet de prévoir quelque part en fonction de la profondeur d'incorporation prévue l'efficacité, une notion d'efficacité finalement des produits apportés. Avec du coup des implications derrière aussi sur des pratiques et des questions qui sont arrivées sur justement les pratiques du cholage sur des parcelles qui ne sont jamais retournées ou peu retournées dans des pratiques de techniques culturelles simplifiées ou semi-directes. Donc, des propositions aussi de la part d'Hélène pour essayer de valider les deux propositions de François, aussi sur de l'expérimentation, comme quoi les choses, en croisant les éléments, peuvent être amenées à bouger aussi. Donc ça, c'est tout à fait important. Et comme le disait Bruno, ces notions de calcul et de précision de ces calculs sont importantes aussi, dans l'idée de se dire que un carbonate qui soit intrinsèque ou apporté, qui n'est pas dégradé, c'est autant de carbone qui reste stocké aussi dans nos sols. Donc pour faire le lien avec le volet carbone, finalement, Anthony Wichtewal nous a présenté donc des résultats de gestion du pH du sol sur prairie. Je parle bien de gestion d'une contrainte liée au pH du sol, qui est la toxicité aluminique, au sens où a été testé l'apport de gypse, qui n'a pas d'effet mesuré sur le pH du sol, mais qui par contre semble retirer les difficultés de développement de la culture de prairie en lien avec la présence d'aluminium, induisant la toxicité aluminique néfaste à la production de la prairie. Donc, il semblerait que le gypse favorise le lessivage de l'aluminium, qui n'est du coup plus un élément limitant à l'atteinte d'un rendement satisfaisant sur les cultures de prairies permanentes. Ce sans consommation de carbonate, ce qui peut être intéressant.
Néanmoins, si ces parcelles-là devaient retourner en culture, la question de la gestion du pH se poserait bien sûr. Dans son intervention, il nous a également présenté des éléments quant aux apports d'éléments basiques avant culture de luzerne, et en réponse sur la productivité des luzernières. Donc, on avait un effet significatif sur des parcelles qui avaient des pH autour de 6, d'un apport de 1 tonne à 2 tonnes de carbonate sur le rendement de la luzerne. Ce qui nous a amené aussi des questions derrière sur une vieille donnée que on a peut-être tous appris aussi à l'école ou qui traîne, comme quoi il ne fallait pas augmenter le pH de plus d'une demi-unité. Pour diverses raisons, ça semblerait peut-être un petit peu désuet. Bon, dans le chat, on voyait qu'il y avait peut-être des impacts qu'on connaît encore peu en écho aux communications de la matinée, éventuellement sur l'impact sur les communautés microbiennes et autres êtres vivants du sol, pour lesquels une variation telle de pH pourrait être problématique. Néanmoins, la luzerne n'en a pas souffert au regard du rendement qu'elle a pu produire. Donc ensuite, je défile, hein. On a une étude présentée par Laurent Varvou sur un grand nombre de parcelles, issues d'une base de données assez conséquente, qui lui a permis de montrer qu'on avait effectivement des gains de rendement avec l'augmentation du pH. Les discussions autour des autres facteurs pouvant influencer cette réponse, cette corrélation quelque part qui n'est pas toujours un lien de causalité. Voilà, on a les réponses comme quoi effectivement le lien peut bien être fait avec la notion de pH du sol, qui permet également dans ces sols fragiles de Limon de l'Ouest maintenir quelque part ces notions de structure suffisamment fertiles pour permettre le développement des cultures, avec notamment des inquiétudes sur ces secteurs-là, à savoir que malheureusement, la demande en production de viande et de produits de l'élevage est en train de diminuer, et le chaulage semblerait la seule manière de maintenir un potentiel de fertilité des sols de cette région-là. Donc, quelque chose à regarder, à retenir avec attention. L'approche agriculture de précision a été amenée avec l'exemple de la société Maïsadour, la coopérative Maïsadour, pardon, qui a permis d'approcher quelque part une meilleure précision de la variabilité intraparcellaire avec des questions qui peuvent se poser. Les préconisations d'aujourd'hui sont de faire une analyse pour 5 à 10 hectares. Les agriculteurs raisonnent à la parcelle, des parcelles qui vont entre les régions de 5 à 30 hectares parfois. Donc, quel est le bon zonage pour essayer d'apporter les éléments basiques au plus proche des besoins du sol, quelque part, et de rentabiliser, d'avoir un vrai retour sur investissement de ces produits-là, sachant qu'aujourd'hui, le matériel qui permet d'apporter des doses différentes dans la parcelle existe et est disponible. Pour terminer, donc des essais très intéressants sur la gestion de la fertilisation phosphatée en terre de craie. Étant d'origine bretonne, c'est toujours l'impression d'aller sur notre planète quand on parle de ces sols-là. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir effectivement ces réponses de culture en sol de craie à la fertilisation phosphatée. L'exemple aussi, quelque part, d'avoir des parcelles parfois très lacunaires en éléments phosphore. Et du coup, on a vu que l'élément phosphore, le fait de l'apporter, pouvait aussi permettre de valoriser davantage la potasse sur ces parcelles-là. Je pense qu'on fait face aussi à des pratiques qui ont été régulières pendant quelques années, pouvant aujourd'hui peut-être être montrées du doigt aussi sur l'utilisation des fertilisants. On était peut-être à un moment donné dans l'excès ou dans quelque chose qui n'était pas très raisonné, et aujourd'hui, on se retrouve finalement, malgré des contraintes de sol qui sont très difficiles pour gérer la fertilisation phosphatée, des agriculteurs qui vont avoir tendance à tirer un petit peu sur ces éléments-là, qui sont pourtant des facteurs de production essentiels, sous couvert de localisation ou d'autres moyens d'apport de ces engrais-là. Se pose la question aussi du coup, quelque part derrière, de se dire effectivement les engrais phosphatés en termes de disponibilité, de contexte tendu au niveau des marchés mondiaux à l'avenir peut rendre cet élément un petit peu difficile à utiliser.
L'idée d'aller explorer aussi peut-être des apports sous forme plutôt organique, notamment avec des composts par exemple, pourrait permettre d'apporter l'élément phosphore, mais également améliorer peut-être la fertilité du sol d'une autre manière sur ces territoires-là. Voilà pour dresser un petit panorama de ce que j'ai pu retenir de cet après-midi. J'espère que je n'ai pas fait trop long non plus. Je n'ai pas mis de chrono en route. Donc voilà pour nos conclusions, Bruno et moi-même. Donc je Oui. vais laisser la parole donc à Pascal pour la Mm. conclusion finale de Voilà, Pascal. cette belle journée PH. Merci à Jérémy, merci à Bruno pour votre animation, c'était remarquable, hein. Bon, je fais un petit mot de conclusion rapidement. Je reprends la parole pour conclure donc, cette journée bien remplie. Et je crois que durant ces quelques heures et ces échanges aussi, les auditrices, auditeurs ont actualisé leurs connaissances, c'était bien l'objectif. Bon, vous avez reçu avant cette journée les PDF des présentations. Vous recevrez prochainement une nouvelle version de PDF de meilleure qualité, puisqu'apparemment il y a un petit souci. Mais de toute façon, ces présentations sont également disponibles dans l'espace adhérent du site web Comifère. Donc vous pourrez suggérer aux personnes intéressées par la question qui n'auraient pas suivi la journée qu'elles peuvent aussi adhérer au Comifère et participer aussi au groupe SAB, Statut Acido-Basique, qui se réunit demain pour donner suite à cette journée. Les exposés et les temps de prise de questions ont été enregistrés en vidéo dès que possible, parce que c'est une question de temps de travail à mettre derrière. Ils seront disponibles pour visionnage sur le site web du Comifère, dans la partie publique, une sous-partie consacrée à cette journée spécifiquement. Voilà. De même que les réponses apportées par écrit aux questions qui n'ont peut-être pas été traitées complètement ce jour. Bon, tout ça sera mis en ligne dès qu'on peut, et ce sera aussi en espace public pour que plus de monde puisse y avoir accès, et vous pourrez en faire la promotion vous-même. Voilà. Afin d'améliorer nos futures journées, parce que là c'est la première fois qu'on se lançait dans ce type d'expérience en ligne, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir répondre au court sondage qui vous sera envoyé par mail dès ce soir, donc je pense que vous l'aurez dans très peu de temps. Voilà. Alors, à l'issue de la journée, on passe à l'étape des remerciements quand même, hein. Collectivement, je pense on peut adresser un grand remerciement aux orateurs et oratrices qui ont su transmettre leur expérience et répondre aux questions. C'était quand même un échange que j'ai trouvé très, très agréable et fructueux. Merci au président de séance qui a assumé une lourde tâche d'animation et de restitution à la fin. Ça a été aussi vraiment bien, bien fait. Il faut ne pas oublier les personnes qui ont assuré techniquement le bon déroulement des exposés des temps d'échange. Je rappelle qu'il y avait Marie Carré et Sophie Droisier du Comifère qui s'occupaient un peu de tout ce qui était le travail en coulisses, et puis aussi Stéphanie Sago du laboratoire départemental d'analyse et de recherche de l'AN qui a, je trouve, remarquablement synthétisé tous les messages un peu divergents qui étaient dans le chat. C'est vraiment ça, on a pu bien échanger de façon efficace et rapide, ça c'était superbe. Un petit mot de remerciement pour les sponsors et partenaires, hein, puisque la journée était soutenue par le ministère de l'Agriculture et avec le soutien également de la PCA. Il y a aussi les sponsors qui ont cofinancé, hein, l'Ouest, Auréa et l'UNIFA. On va les remercier parce que ça nous aide beaucoup à faire fonctionner ces journées. Et puis les partenaires presse, voilà, dont j'espère aussi qu'ils continueront à valoriser ce qui a été échangé aujourd'hui. Il y a de quoi faire, je pense, de nombreux articles avec ça. Alors, on va en profiter pour faire un peu de promotion de nos prochains rendez-vous, pour le coup. C'est-à-dire, le prochain rendez-vous, ça va être le 10 mars 2021, une journée technique qu'on est en train d'organiser, qui sera consacrée à l'interprétation agronomique des mesures de matière organique des sols, puisque finalement, ces mesures de carbone oxydable des sols, c'est une mesure qu'on fait beaucoup, mais est-ce que sait-on vraiment bien l'exploiter en termes de discours agronomique? Je pense qu'il y a pas mal à échanger là-dessus également. C'est une journée qui est portée par le groupe de travail FORBS, Fertilité organique et biologique des sols, un groupe de travail animé par Mathieu Vallée du laboratoire Auréa Agrosciences. Cette journée sera, je le crains, probablement de nouveau en visioconférence vu le contexte sanitaire, mais vous serez informés, vous pouvez vous tenir informé sur le site web du Comifère. Donc voilà, ça sera pour le mois de mars. Fin 2021, donc dans un peu plus d'un an, mais en espérant que les choses se seront clarifiées au niveau sanitaire à ce moment-là, nous aurons nos rencontres biennales, les rencontres sur les 15e rencontres Comifère GEMAS, qui auront lieu à Clermont-Ferrand, donc les 24 et 25 novembre de l'année prochaine. L'appel de communication a été lancé, donc il court jusqu'au 18 décembre.
si vous avez envie de communiquer, que ce soit par une présentation orale, par un poster ou autre, voilà, vous pouvez commencer à nous contacter et vous avez la procédure expliquée sur le site web du Comifère pour déposer déjà une proposition de communication. Voilà, clic, puis un petit dernier clic, voilà. En attendant, je rappelle que tout le monde peut soutenir nos activités et participer au groupe thématique permanent. Donc, n'oubliez pas, si ce n'était pas déjà fait, d'adhérer au Comifère, ou mieux de faire adhérer votre structure en tant que membre associé. Nous avons toujours besoin de ce soutien parce que le Comifère est une association, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une structure publique, c'est une association qui a besoin pour continuer son travail du soutien de tous ses adhérents et sympathisants. Et vraiment, nous espérons vous retrouver nombreux dans nos groupes thématiques, c'est ce qui fait la richesse du Comifère. Donc merci à tous encore pour cette belle journée. On a fait avancer les connaissances agronomiques de chacun et je dirai à bientôt pour continuer à faire progresser ensemble une gestion efficace et responsable des cultures, de leur nutrition et de leur environnement. Voilà, à bientôt sans doute. Et puis à l'année prochaine, au plus tard. Merci. Merci Pascal.